remercier les membres du bureau de la SPO, de la Société de pédiatrie de l'Ouest, et ainsi que les laboratoires Novalac pour m'avoir donné cette occasion pour parler de l'enfant encore et en particulier de la gastroentérite. La gastroentérite chez l'enfant, c'est un problème du quotidien du médecin en général, du médecin généraliste et du médecin pédiatre. C'est un problème de décision, de pratique et aussi de réflexion. Premièrement, je commencerai par dire, est-ce qu'on parle de diarrhée ou de gastroentérite? La diarrhée est souvent confondue avec la gastroentérite, le mot gastroentérite. Et donc, qu'est-ce que c'est que la diarrhée? La diarrhée a eu plusieurs définitions à travers le temps. Elle a été considérée en général comme une évacuation de sel anormalement fréquente et liquide. Ça, c'est la définition générale. Une autre définition donnée par l'OMS, c'est l'augmentation brutale de la fréquence des sels, plus de 3 sels par jour. Et puis, des définitions plus récentes, notamment celle de l'EMC, de l'Encyclopédie médico-chirurgicale 2009, sur les diarrhées aiguës, qui a défini la diarrhée comme diminution de la consistance des sels, molles ou liquides, et ou avec augmentation de leur fréquence, toujours 3 sels par... Désolé, nous avons un problème de son chez toi. Il y a un écho. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Il y a un climatiseur, je vais arrêter. Est-ce que c'est bon? Non, on entend quelque chose. C'est bon, maintenant c'est bon. C'est bon? Ok. Un peu. Est-ce que je répète? Non, ne répétez pas, mais il y a un écho. Tout à l'heure, il n'y avait pas lorsqu'on a fait l'essai. Oui, oui. Et là, c'est mieux? Non. C'est pas mieux? Non, non. Ah ben, il n'y a rien chez moi. Oui. Okay. Essaie que ton téléphone soit le plus loin possible. Ah oui, le téléphone, d'accord. D'accord. Maintenant, c'est bien. Ah, d'accord. Donc, c'était le téléphone. C'est comme si maintenant. Là, maintenant, c'est mieux? Je mets mon... C'est très bien. Okay. Non, non, non. Vas-y. C'est bon? Docteur Bouchtalal, vous devez enlever les écouteurs. Là, c'est mieux? Oui. Bien, donc j'enlève l'écouteur. Ok. Ok, donc je reviens aux définitions de la diarrhée. Donc, vous avez vu les 3 définitions de la diarrhée qui ont évolué avec le temps et avec les connaissances. En ce qui concerne la gastroentérite maintenant, qu'est-ce que c'est que la gastroentérite? Pourquoi j'ai mis la différence entre diarrhée et gastroentérite? La gastroentérite, comme son nom est composé, c'est une inflammation du système digestif pouvant entraîner de la nausée, des vomissements, des crampes abdominales, des flatulences, de la diarrhée, ainsi qu'une déshydratation est possible, de la fièvre et des céphalées. Parfois, on n'a que des céphalées de la fièvre. Il s'agit d'un tableau, il pourrait s'agir comme ça d'un tableau de gastroentérite. C'est aussi la diminution de la consistance de sel, comme la définition de la diarrhée, avec une augmentation de fréquence de plus de 3 sels par jour. Avec ou sans fièvre, la fièvre peut donc manquer, avec ou sans vomissement. La durée, elle varie de 7 jours à 14 jours. Ça, c'est une définition plus ou moins récente de 2014 du journal pédiatrique de gastroentérologie et nutrition. La gastroentérite, elle est le plus souvent retrouvée chez le nourrisson et le jeune enfant. Le risque principal, c'est la déshydratation, c'est bien connu. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt de parler de la gastroentérite, c'est d'éviter la déshydratation. Et puis, elle survient chez les enfants de moins de 6 mois, et ça serait grave. C'est souvent l'intérêt ou le motif d'hospitalisation de ces nourrissons. Le manuportage, c'est important de le dire, c'est le principal mode de transmission. Donc, il s'agit là de portage par les mains, souvent de l'enfant, d'autres enfants, de la maman, des agents infectieux. La prévention dans ce cas-là est primordiale. Hop.
Dr. Bouchtallah, on a perdu votre conférence. Bah, je reviens. Hier, j'ai jeté un coup d'œil sur PubMed. J'ai trouvé qu'il y avait, en mettant les mots gastroentérite et children, enfants, j'ai trouvé 41 528 articles. Ce n'est que ces deux mots que j'ai mis. Ça, c'est un minimum. On pourrait trouver beaucoup plus. Donc, la gastroentérite de l'enfant suscite beaucoup d'intérêt dans le monde. En Algérie, qu'en est-il? Il y a quelques années, en début d'année 2000, c'était la première cause de mortalité infantile. Actuellement, c'est la deuxième cause. Les chiffres ont changé. Il y a sûrement l'intervention de l'épidémiologie qui a fait changer cette… On ne voit pas ta communication. Comment? Repartage. Ta communication. Ben, qu'est-ce que tu veux? On va partager. Tu l'as départagée. Il faut la repartager, s'il te plaît. Ah, oh là là. OK. C'est bon. Très bien. J'ai dû toucher un bouton. C'est bon. Là, c'est bon? C'est bon. Tu la mets en diaporama. Elle est en diaporama. Voilà. Bien. Actuellement, j'ai dit c'est la deuxième cause de mortalité infantile. C'est la deuxième cause aussi de morbidité après les infections respiratoires aiguës. L'incidence annuelle est de 2 à 3 épisodes de diarrhée par enfant et par an. On a à peu près 10 millions de cas d'enfants qui font des diarrhées dans l'année. En Europe, juste pour comparer, l'incidence est de 0,5 à 2 diarrhées par an et par enfant selon les pays, chez les enfants de moins de 3 ans. Je citerai, j'en reparlerai tout à l'heure, du rotavirus qui est l'agent le plus fréquent dans notre pays, mais dans d'autres pays, ce n'est plus l'agent le plus fréquent, c'est le norovirus, selon des études américaines où le vaccin contre le rotavirus a été recommandé et fortement recommandé même. Le taux d'hospitalisation varie donc de 7 à 81% selon les pays. Selon l'OMS et les données de 2014, la mortalité par gastroentérite occupe le 5e rang et vous voyez ici qu'elle vient après les affections cardiovasculaires et respiratoires. Elle est donc au 5e rang et on a vu diminuer sa fréquence de 50% de 2010 à 2012. Elle est déclarée, quand elle est épidémique, d'origine indéterminée, elle est déclarée comme maladie à déclaration obligatoire, MADO. La morbimortalité est ceci une plaque de l'année 2000 en ce qui concerne la comparaison de la diarrhée avec les infections respiratoires. Vous voyez ici que le chiffre de la diarrhée a augmenté avec les tranches d'âge et donc était de 16 541 par rapport aux infections respiratoires qui étaient à presque le double. Cette plaque va vous montrer que les chiffres ont évolué depuis 1995. Vous voyez que la diarrhée était à 19 000 et les IRA étaient à peu près dans le même chiffre. En évoluant avec le temps, la diarrhée a nettement diminué comparé aux infections respiratoires qui sont le double des chiffres de la diarrhée. Et ça, je le tire d'un document qui a été fait par professeur Jean-Paul Grangot, qui a parlé de 50 ans de pédiatrie, évolution de la pédiatrie algérienne. Venons maintenant à la physiopathologie. La physiopathologie, comme vous le savez tous, la diarrhée de la gastroentérite est considérée comme un déséquilibre entre l'absorption et la sécrétion intestinale d'eau et d'électrolytes. Et vous voyez sur ce schéma, quand il y a perturbation électrolytique à travers la lumière intestinale, on peut avoir des perturbations métaboliques et donc une altération squelettique
de la cellule. On peut avoir donc un phénomène de sécrétion d'eau et d'électrolytes. Celui-là va nous donner une diarrhée qu'on appelle sécrétoire. C'est le cas par exemple du rotavirus, du choléra aussi. Et on a aussi un autre mécanisme qui est le mécanisme de la lyse cellulaire, donnant des perturbations de fonction dynamique qui lui donnera un autre mécanisme invasif, c'est les diarrhées osmotiques et de malabsorption. Les gastroentérites sont d'origine multiple. Contrairement à ce qu'on pense, il y a d'autres gastroentérites autres que les gastroentérites infectieuses. Il y a bien sûr les infectieuses, les bactériennes, sécrétoires et à germes invasifs. Et il y a les virales qui constituent 80% des gastroentérites chez les enfants et nourrissons de moins de 1 an. Et il y a les gastroentérites parasitaires qui existent, sous-estimées peut-être, mais qui existent, par exemple l'amébiase intestinale. Et il y a les gastroentérites toxiques et il y a aussi les gastroentérites médicamenteuses. Mais on va parler aujourd'hui principalement des gastroentérites infectieuses, bien entendu. Voici les germes responsables de la diarrhée dans les gastroentérites infectieuses. Les bactéries, vous voyez la liste, ça varie de l'Escherichia coli, Campylobacter, choléra, Shigella, donc vous avez toute la liste, le Clostridium difficile, Yersinia aussi. Et vous avez les virus et en tête de liste le rotavirus, en deuxième lieu toujours chez nous le norovirus, l'adénovirus, l'astrovirus et le cytomégalovirus. Et il y a sur le partie parasite les protozoaires comme le Cryptosporidium par exemple, c'est des larves, et les helminths. Et vous avez les chiffres, les schistosomiases par exemple, ça donne des gastroentérites. Une étude qui est un peu ancienne, qui a été faite dans les pays en développement ou appelés en voie de développement, où on avait trouvé bizarrement 15 à 25% étaient des rotavirus. 10 à 20 Escherichia coli, Shigella 5 à 15, les Campylobacter jejuni 5 à 10 et puis des protozoaires de 5 à 10%. Vous allez remarquer ici que dans 20 à 30%, il n'y a pas eu de germes. Cela pourrait avoir beaucoup d'explications. Est-ce qu'on a bien cherché tous les germes ou est-ce qu'on n'a pas cherché ces germes? Donc, cette étude donne 20 à 30% d'absence de germes dans les gastroentérites. Ceci peut être expliqué de différentes manières. Une épidémiologie selon l'âge en France et en Europe, où vous allez remarquer que le rotavirus peut exister à tous les âges, chez les nourrissons de moins de 1 an, entre 1 et 4 ans, et chez les enfants de plus de 5 ans. Les salmonelles peuvent exister aussi à tout âge. Par contre, vous allez voir que le norovirus, c'est surtout chez les petits et les campylobactères existent surtout chez les plus grands. Le rotavirus, qu'est-ce que c'est que ce virus dont on parle beaucoup? Il a un pouvoir pathogène très important. Il peut donner aussi bien des diarrhées de malabsorption que des diarrhées sécrétoires. La période d'incubation est inférieure à 48 heures, on est atteint en 2 jours. Les symptômes apparaissent entre 1 et 4 jours après la contamination. Et puis, ce virus peut persister dans les selles entre 8 à 10 jours. Donc, les selles de l'enfant qui a été atteint par un rotavirus peut contaminer une autre personne dans les 10 jours qui suivent la contamination de l'enfant. Les populations vulnérables, c'est bien sûr les petits enfants de 4 à 24 mois. La réhydratation peut obtenir à elle seule la guérison en 5 à 7 jours. Et puis, vient le rôle de la vaccination qui est malheureusement pas existante chez nous, qui a permis de diminuer de 50 à 90% les hospitalisations. Et cela a donné un changement incroyable de l'épidémiologie. C'est pour ça que ce virus est passé en 2e position d'atteinte dans les pays développés où la vaccination existe. Voici un schéma qui nous explique ça, où vous voyez que Lorette, en 2012, avait
montré que chez les enfants de 0 à 2 ans, on avait le rotavirus qui est majoritaire et puis ça commence à diminuer. Chez les 2-5 ans, c'est plutôt le norovirus qui commence à prendre sa place et ne parlons pas de l'adulte, c'est surtout le norovirus qui les touche. Ça, c'était pour les virus. Maintenant, pour les bactéries, une plaque pour les bactéries. Vous connaissez très bien les bactéries entéropathogènes invasives comme les salmonelles, les shigelles, le campylobacter jejuni, la yersinia, et les bactéries entérotoxinogènes comme le choléra, les Escherichia coli, le staphylocoque doré et le Clostridium perfringens. Pour ces bactéries, il y a un élément commun, c'est le manuportage, les mains sales, le manque d'hygiène qui fait que la transmission se fait soit entre êtres humains, soit entre l'animal et l'être humain. Je citerai par exemple la Yersinia qui nous vient des oiseaux, des rongeurs, du bétail et des porcs pour les gens qui les prennent en charge. Là, le staphylocoque doré, c'est une toxi-infection qui vient des aliments contaminés par un staphylocoque, notamment les mamans ou les personnes qui manipulent de l'alimentation alors qu'ils ont un panari au doigt. Le clostridium, on les trouve comme toxi-infection alimentaire à partir de plats préparés, mais c'est un germe qu'on retrouve surtout chez les immunodéprimés. Quels sont les symptômes? Vous les connaissez: diarrhée, nausée, vomissements, perte d'appétit, fièvre, crampes abdominales, douleurs musculaires, changement de l'état général. En fait, ça, c'est la définition même de la gastro-entérite. Ce tableau de 2012 de l'Organisation mondiale de gastro-entérologie nous montre les caractéristiques cliniques chez des différents germes, chez les différents pathogènes, qu'ils soient bactériens, viraux ou parasitaires. Et vous voyez qu'il n'y a pas une grande disparité puisque on retrouve les douleurs abdominales à peu près chez tout le monde, enfin chez tous les germes, de la fièvre. Ce qui peut attirer notre attention, c'est la présence de sel de sang dans les selles pour certains germes qui fait la différence, par exemple pour les shigelles, les salmonelles, les campylobacter et les yersinia. On pourrait dire que ces 4 premiers germes sont les plus cliniques, mais les autres, il n'y a pas de grande différence. Par exemple, l'amibiase peut passer vraiment inaperçue pendant longtemps puisqu'elle n'a pas de signe clinique vraiment spécifique et fort. Les facteurs de risque, c'est important de les connaître puisqu'ils justifient une hospitalisation, ils justifient aussi plus d'investigations. Par exemple, la prématurité, le sexe, oui, certaines études ont montré que les garçons étaient plus touchés par les gastroentérites, le jeune âge, moins de 6 mois, les enfants en garderie ou en centre de soins, le faible niveau socio-économique, le sevrage précoce de l'allaitement maternel ou le sevrage brutal, les déficits immunitaires, la malnutrition, les cancers et les maladies chroniques. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire une enquête? Quand est-ce qu'il faut faire un bilan? Ou quand est-ce qu'il faut faire des bilans microbiologiques? En général, la gastroentérite ne mérite pas un bilan en urgence, sauf s'il y a des facteurs de risque, sauf si on est devant une épidémie ou qu'on a retrouvé du sang dans les selles, ou bien que l'état clinique de l'enfant nous a incité à faire une procalcitonine et qui revient positive. Les complications de la gastroentérite sont 2 grandes complications. La malnutrition, même s'il s'agit d'une gastroentérite de 2 jours, on peut avoir une malnutrition. La déshydratation, c'est l'autre complication. Et de ça, 2 grands mots pour la prise en charge de la gastroentérite: hydratation, alimentation. C'est les 2 grands principes de la prise en charge de la gastro. Quand est-ce qu'il faut hospitaliser? Je pense que ça, vous le savez. Quand vous êtes devant un enfant avec des signes de choc,
quand vous avez une déshydratation de plus de 8%, quand vous avez des troubles neurologiques, des vomissements incoercibles au milieu, échec de la réhydratation orale, quand vous avez essayé avec les parents de réhydrater et que ça n'a pas marché, ou quand vous êtes devant une incapacité de prise en charge à domicile. L'hydratation se fait par les sels de réhydratation bien connus sous le nom de SRO, par voie orale, c'est le traitement de choix. C'est vraiment un traitement. À eux seuls peuvent régler le problème de la gastroentérite. Utiliser un biberon, une cuillère, un compte-gouttes ou une seringue, peu importe. Ce n'est pas vrai de dire aux parents, n'utilisez pas le biberon. Si l'enfant prend ses SRO par le biberon, c'est que ça marche. Laissez comme c'est une bonne façon de réhydrater. Quelle que soit la façon, il faut la laisser. Et puis, réhydrater par voie intraveineuse s'il y a des vomissements ou des diarrhées importantes ou qu'il y a un refus de réhydratation orale ou d'alimentation. L'alimentation, bien entendu, laisser l'enfant sous l'alimentation qu'il a avant la gastro, c'est-à-dire le lait maternel ou la préparation de lait. L'allaitement au sein ne doit pas être interrompu et l'alimentation habituelle doit être continuée. Il ne faut pas modifier l'alimentation très tôt. Il faut regarder, voir qu'est-ce qu'il y a et voir venir les choses. Des préparations sans lactose peuvent être proposées et pour ça, je vous parlerai des produits sans lactose. Je vous ai mis cette grande revue Cochrane de 2013 qui a analysé 33 essais qui ont porté sur près de 3000 enfants, où cette étude, cette revue Cochrane a donné ces résultats-là. Il y a une réduction de la durée de la diarrhée d'environ 18 heures par ces produits sans lactose et une réduction de 50% du risque d'échec du traitement par la réhydratation. Donc, c'est quand même phénoménal comme résultat par ces produits sans lactose. Autres thérapeutiques qui peuvent réduire la durée ou la gravité de la diarrhée qui ont été essayées et mises en littérature, c'est les absorbants comme les smectites, la pectine de kaolin, le charbon actif, le racécadotril. Donc, a donné ses preuves, ça a été discuté pour ces preuves. Et puis, les antibiotiques, ils doivent être prescrits de façon exceptionnelle, c'est-à-dire ils doivent être justifiés pour leur prescription. Le zinc, l'OMS a mis cet élément comme facteur diminuant la gravité et prévenant les nouveaux épisodes de diarrhée dans les 2 à 3 mois suivant la gastroentérite. L'OMS recommande le zinc dans les 10 à 15 jours selon l'âge avec des posologies selon l'âge, 10 mg par jour chez les nourrissons de moins de 6 mois et 20 mg par jour chez les enfants plus grands. Pour les probiotiques, plusieurs milliers d'articles ont été publiés concernant l'utilisation des probiotiques et les recommandations ESPGHAN 2014 ainsi que le 2018, selon le groupe qui a travaillé sur les probiotiques, a préconisé les 4 meilleures souches, mais je vous dis que les deux premières souches, le Rhamnosus et le Boulardii, ont de plus fortes recommandations par l'ESPGHAN. Friedman, en 2018, a recommandé la combinaison de probiotiques chez les enfants, une combinaison chez les enfants avec gastroentérite. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur la prévention? La prévention, c'est tout simplement l'hygiène. La première chose, c'est l'hygiène. Observer des règles d'hygiène simples. La famille, en particulier la mère, elle est en première ligne pour la protection de l'enfant contre la gastroentérite. L'allaitement maternel joue un rôle hyper important, protecteur. Et puis, le sevrage, étant une période à risque, on doit faire attention à la période de sevrage. On doit sevrer doucement, pas brutalement, pour ne pas avoir des diarrhées de sevrage. La vaccination dans les pays industrialisés a donné un impact très bénéfique. Elle a réduit l'hospitalisation de plus de 80%. En Algérie, certes, on n'a pas le vaccin parce qu'il y a
l'idée du co-bénéfice a été étudiée. C'est des vaccins qui coûtent très cher, mais ce vaccin est recommandé. Il y a divers vaccins qui ont été étudiés depuis les débuts années 2000. Le schéma de vaccination comporte 2 ou 3 doses préconisées avant l'âge de 6 mois. Bien sûr qu'on a entendu parler des effets secondaires, mais il y a le risque d'invagination aiguë chez le nourrisson de 1 à 6 cas par 100 000 enfants, ce qui est un risque très minime. Et les 2 vaccins commercialisés actuellement, c'est le vaccin monovalent, le Rotarix, et le vaccin recombinant pentavalent, le Rotatec. Voilà, ces vaccins ont réduit les hospitalisations des gastroentérites de toute cause, les hospitalisations entre 30 et 55% et les consultations entre 14 et 48% de réduction. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole au modérateur. Merci, professeur.